Je la vois pas aussi grande que ça, dit-il en parlant de la promenade. C'est vous qui me dites qu'elle a l'air grande, rétorque l'accusé. Ah non, monsieur, c'est vous qui dites que vous allez jusqu'à la mairie, et on sait où est la mairie, répond la présidente. Je ne sais pas. Ça m'est pas venu à l'esprit de leur dire ça dès le début, répond Cédric Jubilard. Bah, ça lui est pas venu à l'esprit, j'ai envie de dire. Soit il a promené les chiens, effectivement, la balade, elle a duré 30 à 45 minutes, soit effectivement, il est juste sorti faire quelques pas dehors, une pause café-clope, et dans ce cas-là, ça n'a pas duré très longtemps. Mais c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps, en fait. Vous vous souvenez de la tenue de Delphine quand elle vient vous faire un câlin, demande la magistrate. Non, pas du tout, lâche l'accusé du tac au tac, sans même prendre la peine de réfléchir. Vous regardiez de la PORNOGRA PHIE tous les jours, mais pas ce soir-là. Oui, mais ce soir-là, j'étais fatiguée, je n'avais pas envie. Le parquet m'avait claqué, le parquet flottant qu'il avait posé dans la journée. Vous en consultez pourtant le 16. Là, je n'étais pas fatiguée. Comme par hasard. Hein. Comme par hasard. Votre maison contient un coin jour et un coin nuit. Quelle porte fermez-vous la nuit? Aucune, il n'y a pas de poignée. Pourquoi? Car on n'en a pas acheté. Vous dormiez porte ouverte ou fermée? Porte ouverte. Vous êtes relevé ce soir-là? Non, pas du tout. Vous le savez, votre fils dit le contraire. Il se trompe de soirée. Ce soir-là, je ne me suis pas levé. Il confond avec 2 ou 3 soirs avant, car il y avait eu une dispute. La présidente fait la lecture du légiste. Ah, du médecin légiste qui l'a examiné, mais je croyais qu'il devait témoigner à la barre d'ailleurs. Enfin, bon. Donc, il a un état général altéré. Je note une lésion au niveau du bras droit d'environ 10 cm, une lésion de 3 cm près de l'omoplate. Cédric dit, sur le bras, c'était une lésion ancienne, c'était une cicatrice. Sur le torse, je ne sais pas, je n'en avais pas. La cour doute, Cédric Jubilard tente de se mettre torse nu. La présidente panique. Non, non, non. Je ne vais pas demander à l'accusé de se dévêtir ici. Bah, surtout que s'il avait une cicatrice, enfin, une égratignure à l'époque, c'est sûr qu'en 5 ans, ça a eu le temps de cicatriser. Hein. La présidente poursuit. Quelle explication vous avez quant à la disparition de votre épouse? Je n'en ai aucune et j'aimerais en avoir une pour la donner à mes enfants. Qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants? Rien, je suis en détention. Pensez-vous qu'elle s'est suicidée? Je ne pense pas. Pensez-vous qu'elle a pu disparaître volontairement? Je ne l'espère pas. Ah bon. Qu'est-ce qui aurait fait qu'elle soit partie volontairement? Aucune idée, c'est pour ça que je ne l'espère pas. On fait un petit retour arrière quand on mentionne que Delphine était habillée en combi-short. Donc, il est demandé à Cédric, vous aviez dit qu'elle devait être en pyjama, relève la présidente. Peut-être oui, je vous dis, je ne me rappelle pas si elle était habillée en pyjama l'un ou l'autre, répond-il. On sent l'accusé tendu, très très concentré. Il semble bien plus nerveux que vendredi dernier. Vous vous êtes relevé ce soir-là, demande la présidente. Non, pas du tout, rétorque l'accusé, donc ça j'ai déjà dit. Vous le savez, ce n'est pas la déposition de votre fils, commente la présidente. Donc là, la présidente qui essaie de le mettre face à ses contradictions, parce qu'il a livré plusieurs versions différentes. Les dépositions ne correspondent pas. Je ne sais pas, il se trompe de soirée. Je ne me suis pas relevé, je me suis endormi quasi immédiatement, affirme Cédric Jubilard d'un trait. Louis a été entendu très rapidement, le 16 décembre après-midi, et il dit 2 choses. Qu'il vous a déjà entendu vous disputer et qu'il est intervenu à plusieurs reprises pour vous séparer. Et s'agissant de la nuit, il dit qu'il vous a entendu discuter, dit la présidente. Pourtant, je ne me suis pas levée, insiste l'accusé. On est la journée qui suit la disparition, pointe la présidente. Tout à fait, il doit confondre la soirée, estime Cédric Jubilard, qui n'en démord pas. Il y a quand même un truc que je piche pas, c'est concernant le fameux médecin légiste qui a examiné Cédric. Pourquoi il n'est pas auditionné à la barre? Parce que
ils nous disent qu'ils constatent 2 égratignures, mais on ne sait pas de quand et date. On ne sait pas si ce sont des blessures qui pourraient résulter de nature défensive avec je sais pas, quelqu'un qui essaie de griffer. On n'a aucun détail sur ces égratignures, pas de photos. On ne sait pas si elles sont anciennes, récentes. Je ne comprends pas pourquoi ce médecin-là, enfin ce médecin légiste, oui, n'est pas auditionné. Je ne comprends pas. Puisque je rappelle, les égratignures en question, c'est une lésion épidermique de 10 cm de long au niveau de son bras droit. Donc on peut imaginer, si c'était une dispute avec Delphine, éventuellement, elle est face à lui, et avec son bras droit, elle peut peut-être je sais pas moi, le griffer. Ouais, mais du coup, c'est du côté droit. Ouais, donc il aurait ça du côté droit. Et une érosion cutanée de 3 cm de long sur le thorax. Donc peut-être des blessures défensives. C'est bizarre qu'on n'ait pas l'origine, qu'on ne sache pas comment ont pu être causées ces blessures. Alors lui, il prétend que c'est en ayant posé du parquet flottant, mais pourquoi on n'entend pas le médecin légiste? Je ne comprends pas en fait. Celle au niveau du bras, c'était il y a très longtemps, affirme l'accusé, qui parle d'une cicatrice. Pour celle au thorax, il ne sait pas, peut-être quand j'ai porté le parquet contre mon corps, mais sinon je ne vois pas comment j'aurais pu me faire mal. Donc c'est intéressant, il dit que la cicatrice, la lésion épidermique au niveau de son bras droit, c'est une cicatrice. Mais encore une fois, pourquoi on n'entend pas le médecin légiste qui pourrait confirmer ou infirmer ses propos? On n'a pas les conclusions du médecin légiste. En principe, les médecins légistes, quand ils notent qu'il s'agit d'une cicatrice, ils indiquent qu'il s'agit d'une cicatrice, relève la présidente. Donc a priori, ce n'est pas une cicatrice qu'il a sur l'avant-bras droit. Mais voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je me répète, mais pourquoi en fait on n'interroge pas le médecin légiste qui était censé quand même être auditionné mardi dernier, et qui est passé aux oubliettes bizarrement. Donc il aurait pu être appelé à témoigner et dire si pour lui indiquer l'origine de cette égratignure, parce que là en fait on fait que faire des suppositions. Emmanuel Franck, tendu, essaye d'intervenir. La présidente s'énerve. L'avocate de la défense dit que son client peut montrer sa cicatrice pour prouver ses dires. Le rythme de l'interrogatoire, très intense, est un peu cassé par cette intervention. C'est peut-être voulu de la part du duo en défense. Donc retour sur la soirée du 15 décembre. Vous avez dit que vous cherchiez une preuve de l'amant. On sait qu'à 22h53, il envoie une photo de lui à votre épouse. On a eu le maître chien qui a trouvé une trace d'habitude avec un départ et un retour. Pour lui, il s'agit d'une trace continue qui ne s'est pas arrêtée. Donc quand il parle de la trace d'habitude, il parle des petites balades que faisait Delphine dans la résidence pour promener sa fille en poussette, etc. Donc c'était des tours de pâté de maison qui étaient déjà tracés avec un départ et une arrivée. Et donc là, on interroge Cédric Jubilard qui dit « Je ne peux rien dire, je ne connais pas ce chemin-là ». Comment ça, tu connais pas ce chemin-là alors que c'est un chemin qui est dans la résidence pavillonnaire et que ta femme emprunte très régulièrement et toi, tu connais pas le chemin comme si tu n'habitais pas là. Je comprends pas sa réponse. Je reprends, l'avocat général prend la parole. Vous n'évacuez pas qu'elle ait pu partir volontairement. J'espère de tout cœur que ça soit, il manque la fin de la phrase, que ça soit le cas, je sais pas. Mais elle aimait ses enfants, oui. Le 16 décembre, vous avez acheté les cadeaux de Noël. Pensez-vous qu'elle ait pu être dans l'état d'esprit de quitter sa famille à ce moment-là? Pas du tout, mais on ne sait jamais. Elle est allée voir sa banquière, elle a un rendez-vous de prévu. Était-elle dans l'état d'esprit de partir? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais c'est ce que j'espère aujourd'hui. Ouais. Le téléphone, vous le mettez en mode avion à 22h04 et vous l'éteignez à 22h08.
Vous dites que vous êtes allé en 4 minutes à la douche. C'est compliqué, mais pas impossible. Ah non, techniquement, c'est sûr. Hein. Tu peux même prendre une douche de 10 secondes. Hein. Tout est possible. Hein. Tu peux même allumer le robinet de la douche une seconde et puis après l'éteindre parce que tu n'as plus envie de prendre de douche. Ou parce que, voilà, pour X raisons. Mais là, je ne comprends pas trop parce que il dit qu'il met le portable en mode avion. Bon, ok. Et après, il dit vous l'éteignez à 22h08. Mais je croyais tout à l'heure qu'il disait que justement, c'est pas lui qui l'avait éteint manuellement et qu'il s'était éteint tout seul parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je ne comprends pas, j'ai l'impression qu'il n'y a que des contradictions en fait dans son discours. Bref, c'est un peu bizarre, je reprends. Donc, concernant l'avocate de la défense, donc Maître Emmanuel Franck, l'avocate semble proposer à son client de se mettre torse nu pour qu'il montre la fameuse marque en question. « Je peux, lance-t-il, s'empressant d'enlever le pull qui couvre son t-shirt. La présidente monte le ton. Il n'est pas question que vous déshabilliez Monsieur Jubilard. » Bah, c'est-à-dire qu'en fait, même si à l'époque, c'était une égratignure, comme il s'est écoulé 5 ans, l'égratignure a pu devenir une cicatrice. Hein. En 5 ans, c'est sûr, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Mais encore une fois, pourquoi n'entend-on pas le médecin légiste qui a examiné Cédric Jubilard et qui pourrait sûrement apporter de précieux renseignements sur ces égratignures. Mais bizarrement, il est aux abonnés absents. On va savoir pourquoi, je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais je reviens sur l'épisode du téléphone éteint. On est bien d'accord qu'auparavant, il a dit qu'il a mis en mode avion son téléphone et qu'ensuite il y a pu toucher. Et qu'en gros, il s'est éteint tout seul parce que soit il a des dysfonctionnements et donc il s'éteint tout seul ou parce qu'il manquait de la batterie. Sauf que là, quand on lui dit vous le mettez en mode avion à 22h04 et vous l'éteignez à 22h08, il ne réfute plus le fait qu'il l'éteint à 22h08. Donc là, limite, il avoue, je sais pas, il contredit même plus le fait de l'avoir éteint lui-même. Donc c'est quoi? C'est un aveu comme quoi il a bien éteint lui-même le portable? Je comprends pas trop en fait. Il n'y a que des contradictions, j'ai l'impression. Donc on poursuit. Vous la voyez sur son téléphone tout le temps et ça ne vous pose pas de problème. J'étais toujours sur le mien, donc je ne vois pas où est le mal. Elle veut vous quitter, vous soupçonnez qu'elle a un amant, mais ça ne vous fait rien. Je suis moi aussi sur le mien. Ouais, mais je comprends pas en fait, parce que il nous dit qu'en fait, il est au lit à 22h30. Que voilà, il a fait un câlin avec Delphine et Louis, et puis voilà, il est au lit. Comment il peut savoir ce qu'elle fait ensuite, passé 22h30? C'est-à-dire qu'elle envoie des messages à son amant, ça c'est un fait, mais elle est sur le canapé du salon, donc comment il le sait en fait? Je comprends pas. Bref. Maître Batik demande, sur le PORNO, soit vous êtes coupable et vous regardez du PORNO, soit vous êtes innocent et vous regardez du PORNO, qu'en pensez-vous? Rien. D'accord. Et sur les chiens, vous dites les avoir sortis, ils ont une laisse? Non. Vous dites que vous n'avez pas vu s'ils ont fait leurs besoins, c'est impossible. J'étais sur mon téléphone, je n'en sais rien. Ben, je sais pas, tu sors les chiens, en fait, quand même, tu vérifies s'ils ont fait leurs besoins, quoi, par acquis de conscience. C'est pas logique, en fait, c'est vraiment pas logique ce qu'il dit. Vous dites que Delphine vous a fait un câlin pendant 5 minutes, il se passe quoi? On apprécie le moment. Ouais, on apprécie le moment, alors qu'ils sont en instant de divorce, genre, il faut un câlin comme si de rien n'était, quoi, tout va bien. Un moment suspendu entre Delphine et vous, tout à fait, c'est cohérent. Je suppose que quand ils disent c'est cohérent, c'est de façon ironique. Réponse de Cédric, c'est la vérité. Quelle explication avez-vous sur la disparition de votre épouse? Poursuit la présidente. Justement, j'en ai aucune, mais j'aimerais en avoir une pour l'amener à mes enfants. Donc ça, j'avais dit précédemment, parce que, encore une fois, je lisais des tweets en parallèle d'un autre journaliste. Et comme je slalome entre les deux, parce qu'ils ne donnent pas tous les mêmes détails, et des fois, il y a des choses pertinentes qui passent, sur lesquelles on pourrait passer à côté si on lisait que le tweet d'un seul journaliste, je trouve. Donc, je reprends. Elle a pu se suicider? Demande Hélène Rattino. Je ne pense pas, non. Répond Cédric Jubilard. Elle a pu disparaître volontairement? Interroge-t-elle.
Je n'en ai aucune idée, j'espère pas, lâche Cédric Jubilard, dans une étrange réponse. Bizarrement, il ne parle plus des témoins de Jéhovah, il ne parle plus du djihad. Peut-être qu'il a enfin compris que ces versions n'avaient aucun sens. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Si vous deviez faire une clé de bras pour étrangler quelqu'un, vous utiliseriez lequel? Le droit. Je n'ai plus de questions. Donc là, c'était Maître Batik, un avocat de partie civile, qui lui a posé la question. Maître Rongier demande, avez-vous grillé Delphine en train d'envoyer une photo? Non, j'ai vu en juillet ou en août qu'elle avait envoyé une photo d'elle à un homme. Et vous n'en parlez jamais jusqu'à sa disparition. Je ne dévoile pas ma vie à tous les comptoirs. Ouais, mais enfin là, c'est quand même ta femme qui disparaît. Ce serait un petit peu logique que tu donnes des explications sur comment vous viviez votre vie les semaines et les mois avant sa disparition, en fait, hein, de recontextualiser les choses. Maître Boguet à son tour. Vous n'avez pas toujours dit que Delphine mettait son réveil pour assurer le vôtre. Habituellement, elle rentre à 7 heures, puis vous réveille à ce moment-là. Je mets 10 réveils sur mon téléphone. Quand elle est là, c'est elle qui va se réveiller. Comment elle fait? Elle met son réveil et me lève. Elle se sacrifie pour ça, elle se réveille pour vous? Oui. Le maître chien dit qu'il n'y a pas de piste chaude. Il dit qu'on est certain que votre épouse n'est pas sortie sur ses 2 jambes de la maison. Ah oui, carrément. Mais le chemin qu'il trouve, il vient d'où? Moi, je peux assurer qu'il ne s'est rien passé dans la maison. Ce qui veut dire le maître chien, c'est qu'effectivement, ils ont repéré la trace de Delphine, mais pour des trajets qu'elle faisait quotidiennement, habituellement, avec un départ de la maison et un retour à la maison, des circuits qui étaient habituels de sa part lorsque, je ne sais pas, elle amenait les enfants à l'école, elle prenait la poussette, elle amenait les chiens, et c'était toujours les mêmes trajets. C'était les tours de pâté de maison habituels, donc où il y a une arrivée et il y a un départ et il y a une arrivée. C'est un circuit fermé. Donc, ce qui veut dire par là, c'est qu'à aucun moment, le chien, il renifle une trace de Delphine qui sort de chez elle, qui va s'éloigner, je ne sais pas, de 100, 200 mètres, et ensuite, paf, sa trace s'arrête là, comme si elle avait été embarquée dans une voiture ou quoi que ce soit. Non, là, on nous dit que les traces olfactives repérées par le chien, correspondent à des traces, à ses trajets habituels à pied. Voilà ce que ça veut dire. Enfin, c'est ce que je comprends, du moins. Bon, lui, après, Cédric dit, il ne s'est rien passé à la maison. Ouais, ça, c'est lui qui le dit. Donc, je reprends. En réalité, vous n'en savez rien. Vous dormiez. Enfin, soi-disant. Si elle dort sur le canapé, elle n'est pas sortie de cette maison. Donc, vous insinuez que je l'ai tuée. Ah oui, 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 moi je l'insinue, sinon, qui l'a tuée? Quoi? J'ai rien compris. En réalité, vous n'en savez rien, vous dormiez. Oui, enfin, il prétend qu'il dormait. Si elle dort sur le canapé, elle n'est pas sortie de cette maison, oui. Donc, vous insinuez que je l'ai tuée. Oui, donc c'est... Oui, Jubilard dit, donc vous insinuez que c'est moi qui l'ai tuée. L'avocat répond, oui, moi je l'insinue, sinon qui l'a tuée. Bah oui, effectivement, il n'y a pas 36 personnes dans la maison. Hein. Sur la relation extra-conjugale, vous en aviez la quasi-certitude, mais il vous manquait la preuve et elle pouvait être faite soit par message, soit par photo. On sait que Donajan M envoie une photo de lui à 22h53 à votre épouse, souligne la présidente. Je n'en ai pas connaissance, affirme Cédric Jubilard. Ce qui est fou, c'est qu'il est tellement dans la défense coûte que coûte qu'il n'explique pas qu'à ce moment-là, il n'en avait pas connaissance. Il ne cherche pas à contextualiser rien. 5 ans sont passés et il n'en a jamais eu connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, s'il dort réellement, comme il le prétend depuis 22h30, il n'est pas censé se rendre compte que Delphine envoie des messages sur le canapé du salon, qu'elle envoie des photos, etc.
Alors pourquoi il dit à un moment, oui, je savais qu'elle envoyait des textos. Pourquoi tu dormais pas en fait tu avoues à demi-mot que tu n'étais pas en train de dormir et qu'il y a bien eu une dispute qui a éclaté entre toi et elle. Enfin, je comprends pas, au bout d'un moment, il faut accorder ses violons, parce que là... c'est vraiment pas clair. Hein. Et puis c'est pareil, comment il peut assurer qu'il ne s'est rien passé dans la maison s'il dormait, puisqu'il lui faut et qu'il lui faut 10 réveils, si ce n'est son épouse qui doit le réveiller. Il peut pas... Enfin bref, c'est plein d'incohérences. Bon, on voit bien la posture des avocats de partie civile qui essayent en fait de le faire craquer, qui essayent de le mettre face à ses contradictions en espérant qu'à un moment il se contredise dans ses propos et qu'on puisse s'insérer dans la brèche. Le problème, c'est qu'il fait des réponses tellement courtes, tellement pas détaillées, et qui répond du tac au tac, que c'est difficile en fait de le mettre face à ses contradictions, je pense. Votre femme aimait-elle ses enfants lui demande l'un des avocats généraux. Oui, mais c'est pas une raison pour laquelle elle voulait pas s'en aller. Oui, mais c'est pas une raison pour laquelle elle voulait pas s'en aller, estime Cédric Jubilard. Ah bah si. Si, excuse-moi, mais si tu prétends que Delphine aimait ses enfants et que elle s'occupait d'eux, c'est bien un mobile qui démontrerait que jamais elle serait partie comme ça en les laissant tout seuls avec toi, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de partir comme ça, sans ses papiers, sans rien, sans ses enfants. Ça n'a aucun sens. Donc Jubilard persiste et signe qu'il ne s'est rien passé à la maison. Et il dit... moi, je vous dis qu'elle est sortie en parlant de Delphine. Et on lui répond, donc les analyses techniques se trompent et le chien a été sûrement enrhumé, puisque le chien n'a détecté aucune trace, encore une fois, de Delphine qui sortirait de la maison, et puis avec une trace qui s'arrête net à un endroit, comme si elle était embarquée dans une voiture ou enlevée ou je ne sais quoi. Non, le chien ne détecte pas ça. Alors comment expliquer, encore une fois, comment expliquer que Delphine aurait pu s'en aller toute seule dans la nuit, sans son portable, sans ses affaires, sans sa carte bancaire, sans ses papiers d'identité, sans que dalle en fait, comme ça, juste pour le plaisir. Hein. Ça n'a pas de sens. Puis on peut se dire, ah bah oui, mais elle avait peut-être un rendez-vous clandestin. Ça, là aussi, ça n'a pas de sens, parce que si elle avait un rendez-vous clandestin, admettons, bon... quelqu'un l'embarque en voiture, sauf que le chien ne détecte pas un endroit où il perd brutalement la trace olfactive de Delphine. Il ne détecte que des odeurs olfactives qui correspondent à des trajets aller-retour. Donc ça ne colle pas. Le trajet a été fait dans les 24 heures. Si c'est moi qui avais mis le corps dans la voiture, il aurait fait le trajet. Non, car au bout d'une heure, l'odeur s'en va et si vous le portez, il n'aurait pas senti. Quoi ? Le trajet a été fait dans les 24 heures. Si c'est moi qui avais mis le corps dans la voiture, il aurait fait le trajet. Donc, car au bout d'une heure, l'odeur s'en va et si vous le portez, il n'aurait pas senti. Bah oui. Ouais. Effectivement. Puis bon, il se contredit tout le temps parce qu'il y a 5 minutes dans l'interrogatoire précédemment, il dit ne pas savoir ce que Delphine a pu devenir, qu'il n'a aucune explication, et puis ensuite il explique qu'elle a pu s'en aller toute seule dans la nuit. Il faudrait, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est, on sent qu'il cache les choses, que la vérité elle est travestie. On sent que on marche sur des œufs là en fait. Hein. Je suis d'accord, il y a des gens qui abandonnent leurs enfants. Mais le week-end du 12 et 13 décembre, vous préparez Noël en famille, achetez des cadeaux. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui va quitter sa famille, l'interroge l'avocat général. Non, pas du tout, mais on ne sait jamais, répond l'accusé. Oui, bah c'est sûr, on ne sait jamais. Je veux dire, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit à 100%, c'est impossible. Mais quand même, le fait qu'elle soit impliquée dans les préparatifs de Noël, ça laisse quand même sous-entendre qu'elle avait envie de passer les fêtes de fin d'année avec ses enfants
et ne pas se barrer comme ça en pleine nuit. C'est quand même assez particulier, hein. Elle est allée voir sa banquière le 15 décembre au matin. Elle prend rendez-vous le 18. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui va abandonner sa famille, insiste le magistrat. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, s'agace l'accusé dans le box. Bah si, c'est à toi, puisqu'en fait t'es la seule personne qui est sur le banc des accusés, et Delphine a disparu. Donc à part poser la question à un fantôme, je vois pas à qui, envers qui la question pourrait être dirigée, hein. Au bout d'un moment, c'est pas logique. Tu te rends bien compte que qu'il s'est passé un événement imprévu qui fait que tous ces plans ont été mis en suspens, alors qu'effectivement, elle avait l'intention de passer les fêtes de fin d'année avec ses enfants, elle était en instance de divorce, enfin voilà quoi, elle n'avait pas l'intention de disparaître comme par enchantement, hein. Cédric Jubilard estime qu'on l'a poussé à dire des choses devant les magistrats instructeurs. Vous avez vos 3 avocats qui sont là. Et on vous pousse à dire les choses, s'agace l'avocat général. L'atmosphère est tendue. L'accusé a des spasmes, il bouge beaucoup. Est-ce qu'il va finir par craquer et cracher le morceau? Bah, on aimerait bien, hein, mais bon. Je doute, hein, personnellement. Mais en tout cas, on sent qu'il est quand même assez déstabilisé. Pour la première fois dans le procès, il commence à être ébranlé. Mourad Batik, avocat de partie civile, trouve extraordinaire qu'il dise ne pas connaître les habitudes de sa femme sur le port des lentilles et des lunettes, alors qu'il vit depuis 15 ans avec elle. Vous ne savez pas si elle met des lunettes ou si elle met des lentilles. Ça vous est donc parfaitement inconnu, s'agace-t-il? C'est tout à fait ça, répond l'accusé. Purée, mais quelle insolence! Hallucinant, quoi. Parce que le problème, c'est que les lunettes, on les a retrouvées à la maison. Donc le truc, c'était de dire, oui, mais de toute façon, elles étaient cassées, donc elle mettait ses lentilles. Sauf que ces lentilles, elle les mettait réellement que quand elle sortait plus de chez... que pour rester chez elle. Et à chaque fois qu'elle était dehors, apparemment, elle avait ses lunettes. Et lui, il est incapable de dire quand est-ce qu'elle avait ses lentilles, quand est-ce qu'elle avait ses lunettes. C'est vrai que c'est quand même assez déroutant. Il se moque de l'accusé lorsqu'il affirme avoir partagé un câlin avec son épouse, seul à seul, pendant quelques minutes dans le lit, et qu'ils ne se sont pas dit un mot. L'avocat n'y croit pas, au vu du contexte tendu dans le couple. On y croit. Il n'est pas le seul à pas y croire, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, Maître Batik, toujours à la parole, c'est un beau moment suspendu. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, entre Cédric et Delphine, lance Mourad Batik. Exactement, rétorque Cédric Jubilard. Laurent Boguet rappelle que l'ancienne compagne de Cédric Jubilard, Jennifer C., affirme avoir recueilli ses aveux en détention. Et celui-ci lui aurait dit que l'expert légiste avait bien vu une marque liée au meurtre de son épouse, qu'il s'était fait en l'étranglant, mais qu'il avait prétendu que cette marque était liée aux travaux de parquet flottant. « Comment Jennifer aurait su que vous aviez cette marque ?» demande-t-il. L'accusé affirme que le légiste n'aurait effectivement pas vu des marques liées aux travaux du parquet flottant, mais qu'elles n'ont rien à voir, selon lui, avec le meurtre de son épouse. La défense tente d'intervenir après cette déclaration étonnante de l'accusé. « Arrêtez avec vos réflexions », lance Laurent Boguet. « Il va falloir que chacun se tienne à son couloir de nage. Je comprends que ça pique, ça fait mal, nargue-t-il. « Vous insinuez que je l'ai tué ?» demande Cédric Jubilard à l'avocat de la partie civile. « Ah oui, c'est ça, je l'insinue. » répond Laurent Boguet de sa grosse voix. L'interrogatoire est très dense. Je ne peux pas tout retranscrire. Interrogé par l'avocat Laurent Decaune, Cédric Jubilard affirme « Je suis innocent, je le martellerai jusqu'au bout. » Donc c'est quand même intéressant cette histoire de griffure. Parce que, encore une fois, Cédric Jubilard prétend que voilà, c'est en posant du parquet flottant, sauf que bizarrement, lorsqu'il aurait fait des confidences à Jennifer C. au cours d'un parloir, il parle aussi de cette marque et il lui dit que
c'est suite à l'altercation avec Delphine. Mais si effectivement c'est lié au parquet flottant, pourquoi Jennifer est au courant de cette égratignure? C'est vrai que dans chaque mensonge, il y a toujours une part de vérité, et là, ça semble être le cas. C'est comme l'histoire de l'urine, voilà, il dit que il a lavé la couette parce que les chiens urinaient dessus, et Jennifer est au courant de cette histoire d'urine, mais d'après elle, cette urine, ce n'est pas une urine d'origine animale, mais ce serait Delphine qui, malheureusement, se serait lâchée, entre guillemets. Donc voilà, c'est quand même intéressant. On sent quand même qu'il y a moyen, il y aurait moyen de le faire flancher. Mais bon, il demeure quand même inflexible. Hein. Il n'avoue pas. Puis de toute façon, on ne va pas se mentir, hein, il n'avouera pas, à mon avis. Hein. Maître de Caunes lui rappelle qu'il avait dit qu'avec le divorce, il aurait été tranquille 1 semaine sur 2. Le pénaliste lui dit « Vous êtes maintenant tranquille à 100%. » Cédric Jubilard a répondu « Ce n'est pas ça, je suis innocent et je le martèlerai toujours. » Observation du journaliste entre parenthèses, j'ai conscience que tout ceci n'est pas hyper clair cet après-midi, mais tout va très très vite et tout vous relater est compliqué. Merci de votre compréhension. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a énormément de joutes verbales entre les avocats de la défense, les avocats des parties civiles et Cédric Jubilard, et c'est compliqué à retranscrire, ce qu'on peut comprendre parfaitement. Donc, l'audience a été suspendue quelques instants. Après une petite pause d'audience, la présidente reprend l'interrogatoire, cette fois sur le thème suivant, c'est-à-dire la nuit du 15 au 16 décembre, le moment où Cédric Jubilard se réveille, puisqu'il prétend dormir depuis 22h30 jusqu'à 4h du matin. La présidente reprend donc. Aux alentours de 22h40, vous êtes seul dans votre chambre et, vers 3h40, je suis réveillée par les pleurs de ma petite. Je vais lui remettre la tétine et la musique. Je reste avec elle environ 10 minutes. Je cherche Delphine, mais je ne la trouve pas. Il poursuit, je fais le tour de la maison, je vois les chiens dehors. Elle n'est pas là. J'essaye de l'appeler, j'essaye d'appeler ses copines et j'appelle les gendarmes. Quand vous sortez, les chiens sont sur la terrasse devant. Vous appelez les gendarmes. Oui, environ 30 minutes après. Alors, je ne comprends pas tellement l'histoire des chiens parce que moi, il me semblait qu'ils dormaient soit à l'intérieur, soit dans le garage en sous-sol. Et ça me fait penser au témoignage qu'on avait entendu, je ne sais plus si c'est je crois que c'est la 2e semaine de procès, où les voisins les plus proches du couple vont témoigner, enfin la femme parce que le mari, enfin l'homme est malheureusement décédé, mais il avait fait une déposition à l'époque et il avait dit c'était étrange parce qu'il aurait entendu les chiens aboyer toute la nuit. Et il s'était fait la réflexion à ce sujet-là. Donc, Hélène Ratinot, la présidente, demande à Cédric Jubilard de détailler sa réaction cette nuit-là quand il se réveille donc aux alentours de 3h30, selon ses dires, et ne voit pas sa femme. Je cherche Delphine partout dans la maison, je ne la retrouve pas, je fais le tour de la maison, je constate que les chiens sont dehors. Elle ne les a pas rentrés, détaille-t-il d'un trait, ajoutant avoir appelé les amis de son épouse. Ah oui, donc il sous-entend qu'en fait, effectivement, il a bien demandé à Delphine de sortir les chiens une 2e fois dans la soirée et que ce serait elle, du coup, qui aurait dû les rentrer, de ce que je comprends. Et qu'apparemment, elle ne l'aurait pas fait, selon ses dires. Donc, il appelle les amis de son épouse sur le groupe WhatsApp. Et là, donc, il n'a pas de retour de leur part comme quoi elle pourrait être chez l'une d'entre elles. Et il décide donc d'appeler les gendarmes car il est inquiet, conclut-il. Cédric Jubilard fait cette déclaration d'un trait de façon mécanique. Comme s'il récitait une leçon finalement quelque part. La présidente diffuse l'enregistrement de son appel à la police inaudible en salle de retransmission. J'ai seulement réussi à noter le début de l'appel. Bonjour, je ne sais pas où est passée ma femme, je me réveille et je suis tout seul à la maison. Il a une voix calme.
C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive demande le policier. Écoutez, je me réveille là et je suis tout seul à la maison, répond l'accusé. Je me suis couché en premier, elle regardait la télé avec mon fils. Je ne sais pas, oui, ils sont là au lit. C'est déjà arrivé l'été, mais là c'est l'hiver. Elle s'était endormie. L'hiver, elle regardait les étoiles filantes. Il évoque le divorce. Une patrouille est envoyée. Donc, dans l'appel téléphonique à la gendarmerie, il précise « On est en instance de divorce, mais ça se passe bien », affirme-t-il donc à un moment. L'appel dure un peu plus de 4 minutes et a lieu à 4h09 du matin. Une patrouille est envoyée. Présidente, vous ne précisez pas aux gendarmes que vous lui avez dit d'aller sortir les chiens. Non, il est 4h30 du matin, je n'avais pas les idées très claires. Vous vous rappelez que les gendarmes ont tenté de vous recontacter? Non. Ils le font à 4h20 et ils laissent un message sur votre répondeur. Oui, je devais être en train d'essayer d'appeler Delphine. D'accord. Donc c'est quand même étrange parce que dans ses premières versions, il ne parle pas du fait qu'il a demandé à Delphine d'aller sortir les chiens. Et donc la preuve, parce que quand il appelle la gendarmerie, au début, il ne précise pas oui, les chiens sont dehors et c'est normal parce que ma femme les a sortis en fin de soirée. Au début, il ne le dit pas ça. C'est après qu'il le rajoute. Tout comme au début, il dit qu'il est sorti pour faire une pause cigarette, faire un peu le tour du pâté de maison au cours d'une petite promenade qui n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, il dit non, je suis sorti les chiens et après, j'ai demandé à Delphine de les sortir. Que de contradictions dans ses propos, c'est quand même assez bizarre, quoi. Je reprends. Dans cet appel, vous émettez une hypothèse. Elle va promener les chiens de temps en temps, mais vous ne précisez pas que c'est vous qui lui demandez spécifiquement d'aller promener les chiens ce soir-là, note la présidente. Et c'est là qu'il répond « À 4h30 du matin, j'avais pas les idées très claires », explique-t-il. Donc à l'époque, quand il appelle les gendarmes, il voit les chiens sur la terrasse, mais il ne le précise pas au téléphone. Pourtant, ça ferait un lien avec la sortie de sa femme et son absence dans la maison. Donc, je reviens sur mes propos précédents. Lorsque les gendarmes vont rappeler Cédric 10 minutes après et laissent un message, je devais être en train d'essayer d'appeler Delphine. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à m'avoir, avance-t-il. Quand un appel est entrant, on vous signale le fait que l'appel est entrant, oppose la présidente. Ah, je ne sais pas, répond Cédric Jubilard. Oui, c'est-à-dire qu'ils sous-entendent par là que si effectivement, au moment où les gendarmes l'appellent, il était lui-même en train de contacter Delphine sur le portable, théoriquement, il aurait dû voir aussi l'appel entrant des gendarmes et bizarrement, il n'a pas répondu à ce moment-là. Donc c'est ce que la présidente voulait lui faire souligner en fait. Ce qui est un petit peu étrange, effectivement. On n'est plus à une étrangeté près, hein, j'ai envie de dire. Donc ensuite, il rappelle les gendarmes et voici la conversation. Les gendarmes. Elle est partie avec une voiture? Non, la voiture est là? Elle n'a pas pu partir bien loin. Vous êtes en instance de divorce, fréquentait-elle quelqu'un? J'ai des doutes, mais je n'en suis pas sûre. Moi, je veux savoir si c'est inquiétant ou pas. Je ne sais rien. Les chiens étaient dehors quand je me suis réveillée et normalement, elle les rentre. Attendez les collègues. Vous n'avez pas trouvé de lettre? Non, il n'y a rien. Là, je suis en panique. Les collègues vont arriver. Merci, c'est gentil. Donc un gendarme qui le rappelle vers 4h25 et qui lui demandait si elle fréquentait quelqu'un d'autre. Donc ça, je l'ai déjà dit précédemment, mais il répond exactement. J'ai des doutes à 2000%, mais je n'ai aucune preuve, répondra-t-il. Je suis en panique, ajoute-t-il notamment. La présidente lui demande pourquoi il est accroupi devant la machine à laver, avec la fameuse couette, quand les gendarmes primo-intervenantes arrivent dans la nuit. Je mets des chaussettes qui traînent dans la machine à laver, affirme l'accusé, qui répond toujours du tac au tac, sans scier.
Mais oui, bien sûr. Et puis après, il fait les poussières, le repassage et il sort le ciment et la spatule pour commencer les travaux d'extérieur. C'est vous qui l'avez lancé lui demande la présidente. Pas du tout, répond-il, pensant l'avoir mise en route le 16 ou le 17, au moment où il met la couette à laver parce que les chiens ont fait pipi dessus selon lui. Donc effectivement, cette fameuse couette a bien été lavée apparemment le 16 ou le 17. Et pour justifier le fait qu'il ait mis la couette dans laquelle dormait Delphine, hein, c'est pas n'importe quelle couette à laver, parce qu'on pourrait s'étonner quand même de cette façon précipitée de vouloir laver cette couette, il explique que les chiens ont fait pipi dessus. Et il expliquera, selon Jennifer, au cours d'un parloir, lui avoir dit que lorsqu'il... Delphine, eh bien... il avait lavé la couette parce qu'elle avait uriné dessus. Puisque dans chaque mensonge, il y a toujours une part de vérité. La présidente note qu'il fait la recherche « Effacer appareil Android, localiser appareil Android sur son téléphone quand les gendarmes sont là au petit matin ». Cédric Jubilard estime que ce sont eux qui ont pris son téléphone pour faire cette recherche. La présidente questionne. « Que faites-vous en attendant l'arrivée des gendarmes ?» J'ai essayé d'appeler Delphine plein de fois. On parle d'appels téléphoniques frénétiques. On a le sentiment que vous ne lui laissez pas le temps, aux appels d'aboutir. Ce qui n'a pour effet que de saturer le téléphone. Moi, je laissais 4 sonneries, puis je raccrochais et je rappelais. Quand les gendarmes arrivent, donc, ça a été dit, vous êtes accroupi à la machine, oui, je mets des chaussettes qui traînent dedans, vous ne la faites pas tourner, non, je le fais le lendemain avec la fameuse couette sur laquelle les chiens avaient pissé. Voilà. Bah voyons. Ensuite, les gendarmes viennent et repartent 50 minutes. Vous faites quoi? Je téléphone, je tourne en rond. Et quand ils fouillent la voiture de Delphine? Rien, je tourne dans la cuisine et j'essaye d'appeler Delphine. Oui, parce que c'est à ce moment-là, je crois justement, que on soupçonne en fait Cédric d'avoir éteint, je crois, le portable. Voilà, c'est à ce moment-là, je crois, c'est aux alentours de, je sais plus, entre 6h30 et 7h du matin, où bizarrement, le portable de Delphine, qui borne toujours au niveau du domicile de Cagnac-les-Mines, va être éteint, mais manuellement. Et en fait, on soupçonne Cédric de l'avoir éteint lui-même manuellement, le portable de Delphine, au moment où les gendarmes sont sortis pour aller vérifier la voiture à l'extérieur, la voiture de Delphine. Et comme par hasard, alors qu'il n'arrête pas d'appeler Delphine de manière frénétique, au moment où le portable est éteint, le portable de Delphine est éteint, lui ne passe pas d'appel envers Delphine, ce qui pourrait laisser penser que c'est lui qui l'éteint, en fait, ce téléphone. S'il ne serait pas complètement idiot. Autre remarque qu'on pourrait se faire concernant les chiens qui auraient passé la nuit dehors... il prétend qu'il lave la couette parce que les chiens, ils ont uriné dessus. Question, quand ont pissé les chiens sur la couette? Puisque s'il les avait sortis la veille et qu'à son réveil, à 4h du matin, ils étaient encore dehors, ils ont uriné quand sur la couette, les chiens, en fait? Je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein. Vous voyez autre chose à nous dire, lui demande la présidente. À part que je suis innocent, non, répond Cédric Jubilard. Vous faites quoi à l'extérieur de la maison lui demande Nicolas Ruff, avocat général. Je fais le tour de la maison, je vois qu'il y a la voiture et je reviens, répond l'accusé. Vous ne vous dites pas que votre femme n'est pas très loin? Vous essayez de crier lui demande le magistrat. Non, je ne veux pas réveiller les voisins, affirme Cédric Jubilard. Vous êtes du genre à vous soucier des voisins? S'étonne l'avocat général. Un minimum, oui, répond l'accusé. Ce n'est pas ce qui ressort du dossier, relève Nicolas Ruff. Donc au moment où les gendarmes fouillent la voiture de Delphine, il explique qu'il tourne dans la cuisine, qu'il essaye d'appeler Delphine.
Vous appelez aussi Anne et vous lui dites avoir grillé Delphine en train d'envoyer une photo d'elle sur Insta. Donc Anne, je crois que c'est une amie de Delphine. Oui, elle me demandait si j'avais découvert si elle avait un amant. Et je lui dis que je l'avais grillée. C'était quand? En juillet, août ou septembre. Ce n'est pas la veille que vous l'avez grillée? Non, pas du tout. Quoi? Bah, il se contredit là, parce qu'il me semble justement qu'il avait dit, sur insistance des avocats qui lui avaient posé la question, quand est-ce qu'il aurait découvert que Delphine entretenait une relation adultère, et il avait dit, oh je sais pas, je m'en suis pas rendu compte, j'avais des soupçons mais rien de concret, et là il dit que soi-disant il a grillé Delphine depuis un certain temps, hein, depuis juillet, août ou septembre. Il faudrait savoir, il l'a découvert récemment ou ça fait plusieurs mois qu'il est au courant? Voilà, une contradiction de plus, j'ai envie de dire. Donc je reprends. Vous avez fait des recherches après sur effacer appareil Android, localiser appareil Android. Ça a déjà été dit. Je suis encore avec les gendarmes, je ne peux pas l'expliquer. J'ai dû faire les recherches qu'ils me disent. Ah bon? Je croyais que c'était les gendarmes qui avaient fait eux-mêmes les recherches sur son portable. Bref, si ça se trouve, c'est eux qui font la recherche avec mon téléphone. Ouais, genre, les gendarmes, ils vont prendre le portable de Cédric et faire la recherche sur le téléphone de Cédric. Ouais, les gendarmes, ils lui taxent carrément son téléphone, quoi, normal. Mais oui, ça n'a pas de sens. On a plutôt l'impression, en tout cas, ça donne l'impression qu'il était frénétique parce que le portable de Delphine bornait encore et qu'il voulait chercher par lui-même pour trouver comment savoir pour ne plus faire borner le téléphone, et que donc il a attendu que les gendarmes tournent le dos en allant vérifier la voiture de Delphine pour éteindre définitivement le téléphone. Enfin, bon. C'est un peu l'impression que ça donne en tout cas. Un retrait de 20 € a eu lieu sur le compte de Delphine le 16 décembre à 23 h. Oui, pour aller m'acheter du shit. Ensuite, vous allez utiliser la carte de votre téléphone. Pardon. Ensuite, vous allez utiliser la carte de votre épouse. Oui, je l'ai utilisée pour faire les tâches quotidiennes et pour acheter du shit. Mais je comprends pas parce qu'il dit que... Ah non, le lendemain de la disparition de Delphine, d'accord. Vous avez dépensé près de 900 € en 3 semaines. Si elle avait disparu volontairement, ne pensez-vous pas qu'elle aurait pu avoir besoin d'argent? Peut-être aussi, mais j'en avais l'utilité pour la maison, les enfants et mon propre plaisir. Ok, tout va bien. Bah, c'est parfait, écoute. Sa femme disparaît. Et tout ce qui l'intéresse, c'est de ponctionner de l'argent sur le compte de Delphine avec la carte bancaire de Delphine. Pas de s'inquiéter de savoir ce qu'il a pu arriver à sa femme. C'est une façon de voir les choses, hein. Donc chacun appréciera cette petite explication. Voyez-vous autre chose à nous dire? Donc là, je l'ai déjà dit, il répond, à part que je suis innocent, non. Philippe Ressec, avocat de partie civile, affirme qu'il n'est suspect de rien au départ et que les gendarmes n'ont aucun droit de prendre son téléphone. Il n'aurait donc pas pu, selon l'avocat, faire la recherche Android. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire ils arrivent parce qu'un mari signale la disparition de sa femme. Dans un premier temps, il ne le suspecte pas. Et je ne vois pas quel aurait été l'intérêt pour les gendarmes, en fait, de prendre le portable de Cédric pour aller faire une recherche. Comment localiser un téléphone, comment ne plus géolocaliser. Ça n'a aucun sens, en fait. Bref, donc je reprends. Pourtant, c'est ce qui a été fait de 19 h à 23 h 30 le soir. Au retour à 19 h du médecin légiste, j'étais avec les gendarmes qui consultaient mon téléphone, affirme l'accusé de 38 ans. Donc il sous-entend en fait là que les gendarmes ont pris son téléphone pour faire ce type de recherche, et que donc, a priori, ils auraient pu le faire dès le matin de sa disparition. Bah, pourquoi on n'interroge pas les gendarmes à ce sujet-là pour savoir s'ils ont réellement fait cette recherche sur le portable de Cédric? Comment on serait fixé? Donc, je reprends.
Donc, les gendarmes ont consulté le téléphone de Cédric, affirme l'accusé de 38 ans. Oui, mais avec votre autorisation, pointe l'avocat. Tout à fait, dit Cédric Jubilard. Ah oui, donc c'est pas du tout la même chose. Au moment où vous reprenez votre téléphone, vous appelez Delphine à de multiples reprises. Il a tenté de la joindre 180 fois. Vous pensez qu'elle est peut-être aux alentours, mais vous restez sur place, pointe Pauline Rongy. L'avocat général demande « Quand vous la cherchez, vous ne criez pas, non, je ne veux pas déranger les voisins, vous souciez des voisins, un minimum, oui. » Donc ça, on l'a déjà dit. Effectivement, il ne veut pas déranger les voisins. Bon, bref. Donc on revient sur la fameuse cicatrice. La photo de la cicatrice du bras est montrée. C'est réellement une cicatrice, les conclusions du légiste sont remises en cause. Alors après, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'au bout de 5 ans, c'est devenu une cicatrice et qu'à l'époque, il y a 5 ans de ça, c'était une égratignure qui est devenue une cicatrice, ou est-ce qu'il y a 5 ans de ça, le légiste a pris l'espèce d'égratignure en photo et on voyait déjà que c'était une cicatrice, parce que c'est pas la même chose en fait. Puisque en fait on nous dit que le médecin légiste a conclu à l'époque à une légère lésion en haut de l'épiderme, ce qui peut correspondre à cette cicatrice. Donc en fait, on n'est même pas sûr que la cicatrice qui est montrée en photo corresponde réellement à la légère lésion constatée par le médecin légiste à l'époque. Il y a quand même un flou au niveau de ces espèces d'égratignures. Pourquoi, encore une fois, on n'entend pas ce fameux médecin légiste à la barre pour qu'il nous donne des éclaircissements complémentaires? Je ne sais pas. Toujours est-il que, apparemment, il devait être auditionné mardi dernier et on n'a plus de son, plus d'image à son sujet. La présidente demande si des parties ont d'autres questions à poser. Nous arrivons bientôt à la fin de l'interrogatoire. Honnêtement, Cédric Jubilard s'en est très bien sorti. Il y a bien eu quelques incohérences, mais rien qui ne l'enfonce réellement. Mais effectivement, Cédric Jubilard, toujours fidèle à lui-même, inflexible, qui martèle son innocence, qui ne fait pas des réponses forcément très cohérentes, très argumentées, mais il reste toujours sur sa même ligne de défense. Maître Batik, vous ne portez pas une alliance, mais c'est quoi? C'est une bague que Jennifer m'a offerte. Vous aviez une alliance de Delphine? Oui. Ah ouais, donc en fait, c'est lunaire. Donc le mec, c'est-à-dire, il n'est plus avec cette Jennifer. Il a l'air de dire qu'elle raconte n'importe quoi à son sujet, que les propos qu'il aurait tenus lors du parloir n'ont jamais eu lieu, etc. Mais ça ne l'empêche pas de porter une bague que Jennifer lui aurait offerte. C'est quand même un sacré numéro, ce Cédric Jubilard. Et alors là, franchement, ça fait rigoler. Quand Maître Batik lui dit « c'est pas l'alliance de Delphine que vous avez », qui répond « non, c'est une bague offerte par Jennifer ». Et alors, il lui demande « pourquoi gardez-vous la bague de Jennifer et pas celle de Delphine ?» Car c'est Jennifer qui a mon alliance. Pourquoi vous lui avez offerte? Non, c'était pour qu'elle puisse avoir mon tour de doigt. Ah, punaise. C'est hallucinant. Non, mais on dirait une blague tellement c'est glauque. Bref, je reprends. Pourquoi avez-vous menti durant ce procès? Je n'ai pas menti. Sur les prières, non. Sur les chiens, non. Que quelqu'un a pu entrer dans le salon sans que vous n'ayez entendu. C'est vous qui l'avez dit, pas moi, mais allez-y, continuez dans vos ébats. Peut-être se trompe-t-il de mots. Oui, je pense qu'il voulait dire continuez dans vos débats. Oh, mais c'est hallucinant ce procès. Donc je reprends concernant les propos de Maître Rongier lorsqu'elle questionne Cédric sur le moment où il téléphone à Delphine à de multiples reprises, 180 fois
Vous pensez qu'elle peut être aux alentours, mais vous restez sur place. Il n'aurait pas été logique de vous déplacer pour entendre le son de l'appel, demande l'avocate. Il n'y avait pas de bruit dans la maison, répond Cédric Jubilard. Oui, mais même aux alentours, insiste-t-elle. La réponse n'est pas compréhensible sur ce point, mais il a indiqué auparavant être allé jusqu'à la voiture et être revenu. Laurent Decaune s'étonne que lorsque les gendarmes lui demandent le nom de son meilleur ami pour débloquer son compte Gmail, il ait donné le prénom Jean-Pierre, qui n'est celui d'aucun de ses amis. J'ai dit une connerie, reconnaît l'accusé, ajoutant « Je crois que ça m'a porté défaut ». Bah effectivement, mais il voudrait nous faire croire qu'il a dit ça comme ça. Bah, il a fait exprès de ne pas donner le prénom parce qu'il ne voulait pas que les gendarmes accèdent à son compte Gmail. Ça me paraît assez évident. Et donc, il savait pertinemment qu'en donner un faux prénom, au bout de 3 reprises, le compte Gmail allait être bloqué. Et que par la même occasion, il allait gagner du temps. Le personnage que vous nous avez livré ne correspond pas au personnage que nous avons sur les écoutes téléphoniques. Que voulez-vous que je vous raconte de plus? La vérité. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tué Delphine. De toute façon, dans l'éventualité où c'est lui, il y a quand même de fortes charges et présomptions. Il n'avouera jamais. Il n'a aucun intérêt à avouer. Aucun intérêt. Il a tenu 5 ans en détention provisoire, c'est pas pour aller avouer pendant le procès. Là, il voit la lumière au bout du tunnel. Là. Il voit la lumière qui clignote au bout du tunnel, il voit acquittement, acquittement. Vous n'avez pas envie d'hurler que vous êtes innocent? Je ne vais pas crier dans le micro, ça serait inaudible. C'est pas possible. Ouais. Il a vraiment réponse à tout, c'est un truc de dingue. Maître Schmani, on a rencontré Louis la semaine dernière, il voulait venir. On a des comptes à rendre à vos enfants. Pour lui, je vais vous demander de répondre à ces 2 questions. Louis demande de se recueillir sur une tombe. Moi aussi, j'aimerais leur apporter une réponse à cette question, mais je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas la réponse. Il dit que vous ne dites pas la vérité. C'est ce qu'on lui souffle depuis des années, mais ce n'est pas la vérité. Maître Rongier, vous considérez que Jennifer ment et vous portez sa bague. C'est vrai que c'est pas très cohérent. Si j'avais un autre bijou à la place, je le porterais. Mais vous préférez avoir cette bague plutôt que rien. Tout à fait. Vous aimez vraiment les bijoux. Tout à fait. Ou alors, c'est que vous n'avez pas de raison d'en vouloir à Jennifer. Non, c'est vous qui avez du mal à accepter que j'aime les bijoux. C'est l'homme aux bijoux. Cédric Jubilard a une appétence très particulière pour tout ce qui est bijoux et orfèvrerie. Voilà. Maître Nakache, vous avez vu pour la première fois ici l'amant de votre femme. Tout à fait. Vous aviez imaginé des choses? Oui, et j'ai été déçu. Rire dans la salle. Ça vous a seulement déçu? Oui, tout à fait. Pas de peine, de haine. Vous êtes le plus grand cocu de France. Non, rien. Vous l'auriez vu il y a 4 ans? Je lui aurais mis mon poing dans la figure, mais j'aurais quand même été déçu. Il est également demandé à l'accusé pourquoi le premier jour de son procès, alors qu'il y avait une forêt de caméras, de médias et de perches, il a autorisé via ses avocats à être filmé et photographié. Pour être une star, pardi. Donc réponse de Cédric. Techniquement, on ne m'a pas demandé si j'étais d'accord ou pas, affirme-t-il, précisant « Moi, je n'étais pas d'accord en tout cas ». On continue. Pourquoi vous avez menti pendant ce procès, poursuit Mourad Batik? Je n'ai pas menti, affirme l'accusé. Sur la prière, les témoins de Jéhovah, le Coran, insiste l'avocat. Non, pas du tout, assure Cédric Jubilard. Et quand vous avez raconté l'histoire absurde des chiens, poursuit Mourad Batik? Pas du tout, répond l'accusé. On écoute un dernier appel à la gendarmerie. Bonjour, c'est monsieur Jubilard. Delphine est connectée à son Messenger. Je lui ai envoyé un message, elle lit mes messages à l'heure actuelle. Vous êtes en train de nous dire que le compte Messenger de Delphine Jubilard est activé, répond le gendarme. Oui, c'est ma cousine qui m'a prévenu. Elle lit les messages, mais elle ne répond pas. Il dit hors champ à sa cousine, fais des captures, fais des captures.
On se disait que c'est un... Alors là, c'est une réflexion du journaliste présent au procès. On se disait que cet interrogatoire pouvait être dévastateur pour Cédric. Ce n'est pas du tout le cas. Ses avocats, qui plaideront à la fin de la semaine, auront bien des arguments pour essayer de le faire acquitter. Parce que force est de constater qu'il ne flanche pas. Donc Maître Bati poursuit, ce n'est pas une volonté définitive et absolue de nous mettre sur d'autres pistes jusqu'au bout, renchérit l'avocat. Non, pas du tout, mais allez-y, continuez dans vos erreurs, lance Cédric Jubilard. Vous avez appris vos questions par cœur, poursuit l'avocat. Non, pas du tout, répond Cédric Jubilard. On avance vachement avec une... Moi, je trouve que les avocats de partie civile, pour l'instant, ils ne sont pas très pertinents. C'est-à-dire qu'ils ne mettent jamais en défaut Cédric en posant des questions plus pertinentes, en essayant de le déstabiliser. Je trouve que ça manque d'agressivité. La présidente lit maintenant une lettre adressée par Louis à son père. Quand maman n'avait pas disparu, Cédric me demandait de m'agenouiller sur les Legos. Il me demandait de ne pas dire à maman. Alors c'est intéressant, il parle, Louis écrit, en parlant de son père, il dit Cédric, il l'appelle pas papa. Quand j'étais tout seul avec lui, il me baissait le pantalon pour me mettre une fessée. Une fois, il m'a tapé à l'arrière de la tête tellement fort qu'une de mes dents s'est cassée en cognant contre la table du salon. Le 15 décembre 2020, j'ai regardé la télé avec maman, j'ai entendu Cédric qui est sorti de sa chambre et s'est disputé avec maman. J'ai jeté un Lego dans le couloir pour qu'ils arrêtent. Après la disparition de maman, il ne s'est pas occupé de moi, ni de ma sœur, c'était dur. Cédric Jubilard est appelé à réagir. Monsieur Jubilard, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est triste, je n'ai rien d'autre à dire. Putain, mais c'est d'une violence sa réponse. Il n'a aucune empathie envers ses enfants, il ne montre aucune émotion, comme tout le long du procès. Il n'a aucune émotion, il a zéro empathie. C'est hallucinant. Et là, les propos de Louis contredisent les propos de Cédric Jubilard, puisqu'il dit que lui, il s'est couché et qu'ensuite, il ne s'est jamais levé. Or, son fils dit qu'il a vu ses parents se disputer ce soir-là. Je reprends la plaidoirie, enfin pas la plaidoirie, parce que les parties, les avocats des parties civiles plaideront mardi. Mais je reprends le discours de Maître Batik quand il s'adresse à Cédric Jubilard. Donc il dit « Le personnage que vous nous avez livré ne correspond absolument pas à la personne qu'on lit, qu'on écoute pendant les écoutes téléphoniques, à ce que témoins et familles disent de vous, qui disent tous que vous êtes quelqu'un d'exubérant, pointe l'avocat. Là, vous êtes en pilote automatique, oui, non, peut-être, j'ai oublié, je ne sais pas, énumère Mourad Batik, il a oublié le tout à fait. Son expression favorite, hein, Cédric Jubilard, c'est tout à fait, qu'il a balancé je ne sais combien de fois au cours du procès. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde de plus, rétorque l'accusé. La vérité, répond l'avocat. Je l'ai déjà dit, j'ai pas tué Delphine, maintient Cédric Jubilard. De toute façon, on n'en tirera absolument rien. Surtout que je trouve que les questions qui lui sont directement posées manquent réellement de pertinence. Et je trouve que ça, c'est pas susceptible de le déstabiliser. Ils ne font que, je sais pas. Je trouve que ce n'est pas, que c'est pas suffisamment agressif. Lui, il reste de marbre en fait. Il reste dans sa posture et il n'en changera pas. Hein. Donc dans la lettre écrite par Louis à son père, on note que Louis n'appelle pas son père papa et que Cédric Jubilard ne montre absolument aucune émotion. Malika Chmani, avocate des enfants Jubilard, lui rappelle que c'est le dernier moment où il a la parole. Louis, son fils, n'est pas là, mais m'a dit « Peut-être que si je viens, je vais le sensibiliser », rapporte-t-elle. Alors là, j'y crois absolument pas, malheureusement. En son nom et au nom d'Elia, sa petite sœur, elle explique que tous deux aimeraient se recueillir sur une tombe. Moi aussi, j'aimerais leur apporter une réponse à cette question-là, mais je ne l'ai pas, assure l'accusé dans son box. Louis nous dit que vous ne dites pas la vérité. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, poursuit l'avocate. Malheureusement,
C'est ce qu'on lui a soufflé depuis des années et il se l'est mis en tête, réplique Cédric Jubilard, sans émotion quelconque dans la voix. Ou comment discréditer le témoignage de cet enfant en argumentant sur le fait que, comme il est désormais élevé par, je crois, c'est la sœur de Delphine, du côté de la famille de Delphine, en gros, l'argument, c'est de dire ils lui ont monté la tête contre son propre père et que son jugement n'a aucune valeur. Voilà. Peu importe qu'il pense que ce soir-là, il a entendu ses parents se disputer alors que Cédric prétend qu'il était en train de dormir, puisqu'il s'est couché à 22h30, on passe tout ça sous le tapis. Donc finalement, le témoignage de son fils, au lieu d'aller dans le sens de l'accusation, je pense que ça va devenir un témoignage qui risque de devenir malheureusement caduc et à décharge. Safia Khoury, toujours côté partie civile, lui pose une série de questions en lui demandant de prendre du recul sur les réponses qu'il apporte depuis 3 semaines. Elle s'étonne qu'il n'ait pas relu ses dépositions pour se remettre le dossier en tête. « Je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Si j'avais su, je l'aurais fait, » affirme l'accusé. Alors ces avocats, ils servent à quoi? C'est n'importe quoi. Donc vous attendez ce procès depuis 4 ans et vous ne l'avez pas préparé, insiste l'avocate. Non, pas plus que ça, répond l'accusé, en toute décontraction. En tout naturel, non, voilà, je suis en détention provisoire depuis 4 ans, 4 ans et demi même, presque 5 ans. Il y a le procès qui s'avance gentiment, mais non, je ne prépare pas en amont. C'est un truc de dingue, mais c'est incroyable. C'est-à-dire le mec, il montre en fait son détachement le plus total, il s'en cache pas. Alors là-dessus, il s'en cache pas. Mais en fait, j'ai l'impression que les avocats des parties civiles se cassent les dents sur ce personnage. Il est inatteignable, quoi. C'est un vrai mur, c'est un mur de pierre, quoi. On peut pas l'agripper, quoi. Il n'y a rien qui en sort. C'est incroyable. Donc, l'interrogatoire de Cédric se termine bientôt, puisque la présidente Hélène Ratinot a demandé s'il avait une réaction à apporter au courrier de son fils Louis, qui est quand même particulièrement émouvant. Réponse: non, je n'ai rien à dire, déclare l'accusé sans émotion particulière. Et qu'est-ce que vous en pensez, insiste la présidente, que c'est triste. Comme si ça ne le concernait pas, finalement, c'est triste, mais voilà. Comme on pourrait dire, oh bah, il lui est arrivé ça, c'est triste, mais je suis absolument extérieure à tout ça, c'est quand même hallucinant, c'est quand même son fils dont on parle, mais bon. Donc l'audience est suspendue jusqu'à 18h. La présidente va procéder à des lectures complémentaires. Ah bon? Alors, je ne sais pas par contre si les journalistes vont continuer à poster des traits parce que visiblement, il n'y a plus grand-chose là qui va être intéressant pour cette journée d'audience. Et demain, ça va être donc la plaidoirie des avocats des parties civiles. Donc ça promet d'être encore frustrant parce que jusqu'à présent, force est de constater que Cédric Jubilard ne craque absolument pas. Donc après une courte pause, l'audience reprend et la cour ouvre le scellé contenant les lunettes de Delphine. Donc on n'en saura pas plus puisque l'audience est finalement suspendue jusqu'à demain matin et à la reprise, les plaidoiries des parties civiles commenceront. Et donc voilà la fin de cette très longue journée d'audience consacrée principalement à la suite de l'interrogatoire de Cédric Jubilard, interrogatoire quand même assez musclé, mais dont il ressort que Cédric Jubilard n'a pas flanché, n'a rien avoué et reste toujours sur sa même posture du « c'est pas moi, je suis innocent, je n'ai rien à voir avec la disparition de Delphine ». Et je voulais faire une petite aparté concernant Messenger, parce que tout à l'heure on en a parlé, le fait qu'à un moment, quelque temps après la disparition de Delphine, je crois que c'était en début d'année 2021, son Messenger était de nouveau actif et qu'il avait, donc Cédric avait appelé les gendarmes
pour leur faire part de cette information et du fait donc que le Messenger était actif. Il faut savoir qu'en fait, c'est une fausse alerte puisqu'il a été dit au cours du procès, lors de la première semaine du procès, que c'est les gendarmes en fait qui sont responsables de ce rallumage de téléphone. Donc ce n'est absolument pas une intervention de Delphine. Voilà, donc c'est la fin de cette très longue journée d'audience. Je pense que je vais faire 2 parties parce que la vidéo en entier, ça va dépasser les 1h30. Je pense que ça doit être entre 1h30 et 2h, donc je vais la faire en 2 parties, ce sera plus simple. Donc une audience consacrée à la deuxième partie de l'interrogatoire de Cédric Jubilard. On apprend aussi, fait intéressant, que l'amant de Delphine se constitue partie civile et où on a entendu également les observations assez brèves du psychiatre qui a auditionné, qui a entendu Cédric lors de son incarcération. Donc voilà, fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, donc dans la barre des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette très longue audience, si pour vous ça fait évoluer les choses ou au contraire pas du tout. Que pensez du fait que l'amant se constitue partie civile? Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, c'est encore mieux et ça aide au référencement de la chaîne sur YouTube et à rendre mes vidéos plus visibles. Ça booste l'algorithme, donc si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt, puisque c'est demain l'audience qui sera consacrée donc aux plaidoiries des parties civiles. Donc ce sera l'audience du mardi 14 octobre. Voilà, à très bientôt et donc affaire à suivre.